Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale d'infos sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, nos partenaires, les Indés radios, 130 radios sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. Deux parties dans cette matinale, vous le savez maintenant, le JT des territoires dans un instant, suivi du Club de la presse, puis la météo, puis Territoire d'info avec l'invité politique à 8h. Aujourd'hui, c'est Samia Ghali, la sénatrice des Bouches-du-Rhône, qui sera sur ce plateau. Dans un instant, le JT des territoires, je vous y retrouve. On commence ce journal avec la grève des poubelles à Marseille. Va-t-elle se poursuivre? En signe d'apaisement, les éboueurs ont décidé de débloquer les centres de transfert des déchets alors que le conflit dure depuis une semaine. Mais ils comptent poursuivre la grève du ramassage dans 3 arrondissements de Marseille. Manon Mujica était hier sur les lieux pour faire le point sur la situation avec Provence Azur TV. Aussitôt vides, aussitôt pleines, devant l'hôpital européen, les poubelles débordent à nouveau, mais ne jonchent plus le sol. Face à la grève des éboueurs, la métropole a lancé une opération coup de poing ce matin. Des camions bennes ont déblayé 300 tonnes de détritus, direction le centre de transfert d'Ansuez-la-Redonne. Et là, ce matin, on a fait un plus gros coup de poing puisque jusqu'à maintenant, on est à la 56e benne qu'on vide dans ces centres de transfert. Donc on en a encore beaucoup à faire. On garde si vous voulez, en réserve des bennes vides pour pouvoir décharger les lieux fragiles, les lieux endémiques que sont les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite, les crèches, etc. Les hôpitaux et les écoles prioritaires, mais pas les artères commerçantes. Ce matin encore, rue Saint-Féréol, un monticule d'ordures, 8 jours de déchets, de quoi exaspérer les passants. C'est les odeurs, la pollution, c'est grave quoi. Ça c'est vraiment grave, c'est un truc, il faut vraiment faire quelque chose. C'est pas normal parce qu'il faut mettre l'armée qui ramasse tout ça. Pour quelqu'un qui débarque, c'est dommage parce que Marseille c'est très beau. Tant que ça dure qu'une semaine, ça va. Voilà, il suffit que ça dure, qu'il ne me faut pas une pelle pour rentrer chez moi bientôt quoi. Les commerçants, eux, sont révoltés. Les commerçants, ils ont vécu pendant 8 jours le grand plaisir de vivre dans la merde. Les commerçants, ils se sont demandé à maintes et maintes reprises, vous savez, au café du coin, s'ils n'allaient pas ramasser toutes les poubelles et aller les jeter devant un énorme centre de syndicats pour leur montrer que vivre dans la merde avec des rats et des cafards, c'est pas cool et ça fait pas avancer la machine. Les commerçants, une fois de plus, vous savez, le commerçant dans le centre-ville de Marseille, c'est un super héros quoi. Il apprend à vivre avec ses soucis du quotidien et en plus d'avoir des soucis du quotidien, il est obligé de se supporter les soucis des autres. Ces soucis, les commerçants ne devraient plus les supporter longtemps. Vers midi, les grévistes ont débloqué les centres de transfert. Une bonne nouvelle, même si certains se montrent sceptiques. Ils vont passer, je ne sais pas à quelle heure. Je ne vous garantis pas que demain ça soit réglé. Parce que là, en 8 jours de poubelle, avant qu'ils arrivent jusqu'à chez nous, moi je pense qu'on en a encore pour 2 jours. Oui, facilement. Donc tant que ça sera là, je ne serai pas soulagée. Et puis je ne serai pas soulagée tant qu'ils ne règlent pas ce problème. La collecte des ordures devrait reprendre dès demain matin dans la cité phocéenne. On se rend maintenant dans l'Aude. Les viticulteurs en colère contre l'importation des vins espagnols. C'est un début d'année difficile à laquelle ont dû faire face les viticulteurs audois. Avec un important gel en avril et des épisodes de sécheresse à répétition, les pertes sont colossales. À cela s'ajoutent aussi les importations massives de vins espagnols. À la cave coopérative de Bizanet dans l'Aude, on s'inquiète du manque d'aide qui fragilise un marché déjà en difficulté. Certains vignerons accusent jusqu'à 30% de pertes sur leurs résultats financiers. Inquiets pour leur avenir, les vignerons manifesteront aujourd'hui à Carcassonne. Alexis Martinez pour TV Sud a suivi cette affaire. Un début d'année difficile pour ces vignes positionnées à quelques kilomètres de Narbonne. Le gel et les sécheresses sans fin ont marqué leurs feuilles. Un triste constat que fait ce viticulteur qui a repris il y a 20 ans l'exploitation de son père. Là, c'est une parcelle de Syrah qui a été gelée à 40%. Là, c'était tout noir. Quand on est venu le 17 avril, tout était noir. Voilà. Et après, ça a repoussé. Mais quand ça repousse sans raisin. La vigne, elle n'a pas de réserve. J'espère qu'il va pleuvoir d'ici
d'ici quelques jours pour que la vigne se refasse une réserve pour l'année prochaine. Parce que sinon, l'année prochaine, ça va être la galère. Hein. Des gels qui ont occasionné en moyenne une perte de 30% sur les résultats financiers. Une situation qui pèse sur sa vie et qui l'empêche de se projeter dans le futur. On ne peut pas trop se projeter dans l'avenir. D'une année sur l'autre, on ne peut pas savoir si on va récolter ou si on va prendre un cachou. Avec les années, de plus en plus de ses clients français se tournent vers le marché espagnol, à la fois tout proche et moins cher. Un souci qui pourrait se régler simplement selon lui. On n'est pas contre l'entrée des vins espagnols, mais il faut qu'il y ait une régulation. Voilà. Il en rentre trop. Cette situation avec l'Espagne inquiète également le directeur de la cave coopérative de Bizanet qui fait face à des cuves pleines et des invendus. Ce qu'on cherche à avoir surtout, c'est une concurrence loyale. La concurrence ne nous fait pas peur, mais les acheteurs, sans honte ni vergogne, vont s'approvisionner de l'autre côté de la frontière à des prix défiant toute concurrence où nous, on ne peut pas rivaliser. Et donc nos produits restent en cave et donc pour nous, des complications en trésorerie et complications à payer les adhérents. Des viticulteurs qui espèrent que des solutions seront apportées à leurs difficultés. De jeunes Aubois ouvrent une mosquée à Troyes. Particularité, celle-ci a été aménagée par des jeunes. Ces Aubois se sont regroupés au sein de l'association des jeunes musulmans pour la coexistence. D'un point de vue politique, le Front National s'oppose à l'autorisation d'ouverture de ce nouveau lieu de culte, le 5e de grande taille de l'agglomération troyenne. Flavien Léger pour Canal 32. Les musulmans ont depuis une semaine accès à une 5e mosquée de grande taille dans l'agglomération troyenne. Située maille des Charmilles, la salle de prière pour les hommes peut accueillir plus de 400 personnes. Ici, c'est le bureau de l'imam. Ici, c'est le lieu d'ablution. L'ablution, ça veut dire la purification avec de l'eau. Ça, on appelle la salle polyvalente. Les femmes sont là vendredi. En dehors de vendredi, pour les baptêmes, ou aussi la festivité des mariages, ou aussi souvent des conférences. C'est une première dans l'Aube. Dans cette mosquée, les travaux ont été réalisés par les jeunes. Le plafond, le placo, plomberie, pareil, la maçonnerie, on était un peu partout. Ça m'a agréablement surpris et ça fait plaisir lorsqu'on voit les jeunes qui viennent pour prendre le relais. Après la première et la deuxième génération, maintenant il y a même la troisième génération. Le Front National distribue des tracts où il exprime son opposition à l'ouverture de la mosquée et ses craintes de radicalisation et d'islamisation. La France a été faite par ses églises, par sa religion, et donc nous nous opposons fermement à l'ouverture de la nouvelle mosquée au Mail des Charmilles. On rappelle à M. Barouin que l'identité de la France, c'est aussi les crèches. Lui qui s'est opposé il y a tout juste 2 ans aux crèches dans les mairies, il autorise une ouverture d'une mosquée dans sa ville. On voit qu'avec lui, l'identité française est en danger. Et quand on voit encore une fois, dernièrement, les attentats qu'il y a eu à Marseille, malheureusement par un islamiste, on peut aussi se demander si les mosquées ne sont pas des sources de radicalisation de manière générale dans tous les bâtiments. Attentats et tensions identitaires, c'est l'un des thèmes qui a poussé Yassine à créer l'association en juin 2016. Ça nous a touchés parce qu'on avait vu que c'était des jeunes qui ont commis ces attentats. Alors on ne l'a pas fait en tant que musulmans, mais on l'a fait en tant que Français. La majorité étaient des délinquants. Donc ces personnes-là commettaient déjà des crimes, des délits. Quand ils commettent un attentat au nom de l'islam, c'est simplement une couverture. Faut-il attendre qu'il se passe quelque chose pour réagir ? Non, nous sommes plutôt dans la prévention. Et ça, elle est là l'originalité, c'est que les jeunes se sont pris en main. Ce sont des jeunes Français qui sont grandis ici, à Troyes, qui ont construit une mosquée. C'est une fierté. Moi, j'ai envie de rassurer ces gens. La radicalisation fait partie aujourd'hui de nos objectifs. Nous, on est ouverts pour les discussions et pour le dialogue, mais pas pour la violence. La mosquée est ouverte à l'occasion des 5 prières quotidiennes et des conférences sont prévues durant les week-ends. Et ce sont des mots pour la paix que Rachel Papa, citoyenne messine, lance pour commémorer les attentats de Paris. Elle a disposé 7 boîtes dans 7 lieux du centre-ville messin. Ces boîtes sont destinées à recevoir des petits mots sur le thème « Réécrire demain ensemble ». Une manière de ne pas oublier les attentats de Paris et de porter un message de paix et de solidarité. Les mots collectés lui serviront à créer une installation en hommage aux victimes qui sera dévoilée le 13 novembre prochain. Gaël Tiss l'a rencontrée pour Mirabel TV. Elle est belle, hein? Ouais, elle est magnifique, j'adore pas. Ces boîtes, personnalisées par 7 artistes locaux, Rachel Papa les a disposées dans 7 lieux du centre-ville messin, en hommage aux 7 lieux parisiens touchés le 13 novembre 2005.
Librairie, café ou restaurant, Rachel a choisi des lieux propices à l'échange ou à la réflexion, car à côté de chaque boîte, crayons et feuilles de couleur invitent à y glisser un petit mot sur le thème « Réécrire ensemble demain ». C'est notre devoir, je pense, en tant que citoyen, en tant que personne, de se rappeler un peu tout ça pour que ça n'arrive plus. Et en tirer les leçons surtout. Alors très humblement avec ce projet, moi j'amène le public à réfléchir sur tout ça avec cette petite thématique « Réécrire demain », positivement. Comment on voit les choses maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un mot, une réflexion, un dessin ou un poème, la forme est libre et les premiers à avoir été mis à contribution ont été les 7 artistes illustrateurs de ces boîtes. On a le Bataclan, le comptoir Voltaire, sur le dessus le petit Cambodge, on a le carillon et là j'ai mis une sorte de liberté à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses à regarder, des petits détails, j'ai des dessins qui cogitent beaucoup et j'espère qu'ils appellent aussi à cogiter. Être amené à réfléchir sur le vivre ensemble, mais aussi provoquer l'échange et le dialogue sont bien les objectifs de Rachel et de ses boîtes à mots. Et les premiers retours semblent déjà très positifs. Certains ont mis des petits mots, ont osé mettre des petits mots, d'autres n'ont pas osé. Mais en tout cas, ça a fait parler. Et par les temps qui courent, ça fait vraiment du bien de partager sur des choses positives et pas sur le marasme de la vie au quotidien. L'ensemble des mots collectés lui serviront à réaliser une installation florale qui se dévoilera le 13 novembre prochain. Un happening dont le lieu et l'heure sont encore tenus secrets. Vous l'ignorez peut-être, mais ce mercredi 18 octobre, c'est la Saint-Luc. Et pour les Paloumères, cette date est synonyme de grand truc, le grand déballage, comme ils le disent, explication dans un instant. Bien que depuis quelques années, la migration des palombes se décale dans le temps, l'instant est toujours très très attendu. Reportage en Gironde, bien sûr, avec Christophe Chavanneau pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Les yeux rivés au ciel, attendant qu'ils bleuissent un peu plus au rythme des battements d'ailes, les paloumères ont regagné les cimes des arbres comme chaque automne à l'affût de la migration des palombes, s'exilant pour l'hiver dans la péninsule ibérique. Et le grand truc, ils l'attendent. À l'approche de la Saint-Luc, les passages de palombes s'enchaînent, même si chaque saison ne ressemble à aucune autre. Cette année, ça passe plus tôt que les autres années. D'habitude, ça passe vers le 20 par là, on en voit beaucoup après le 20 ou le 20, mais cette année, elle passait plus tôt, les palombes elles passent plus tôt cette année. Je pense qu'il a fait chaud cette année là, et puis bon, les oiseaux, peut-être dans le nord il a peut-être fait un peu plus froid, et puis voilà, et elles sont parties plus tôt. Comme à chaque fois, le mâle bleu, comme on l'appelle, est plus fort que tout, mais la belle se fait désirer et ne goûte que très peu en ce début de saison les appels du pied des chasseurs, aidés pourtant de leurs appelants. Il y en a passé beaucoup, hein. Mais pas des gros vols. Nous, ici, on a vu que des vols de 30, 40, c'est pas des gros vols, toi. Mais c'était que le départ, hein. C'est que le départ, parce qu'après, bon, les gros vols, ils arrivent plus tard. Hein. Les gros vols, ils arrivent après le 20, hein, 25, fin du mois, quoi, les gros vols. L'année dernière, on a eu vraiment beaucoup de palombes jusqu'au 27 novembre, il y a encore de la palombe qui passait. Grand truc ou pas, la passion reste intacte et continuera encore quelques semaines jusqu'à la mi-novembre, voire plus. Voilà, on termine avec le ciel bleu de Gironde. Voilà, le JT des territoires se poursuit. Dans un instant, eh bien, c'est le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. À 8h, c'est Territoire d'info avec un invité politique. Une invitée politique aujourd'hui, c'est la sénatrice des Bouches-du-Rhône, Samia Ghali. On a beaucoup de questions à lui poser. Voilà, tout de suite, je vous retrouve pour la une dans vos régions ce matin. Et la parole se libère, c'est à la une de la presse quotidienne régionale, de bon nombre en tout cas de titres, avec pour commencer la une du Maine, libre, sartoise harcelée, elles en parlent enfin. Le scandale autour du producteur Weinstein a délié les langues dans le monde entier. Des femmes s'expriment et à leur tour, des Sartoises ont choisi de témoigner. Dans le Républicain Lorrain, c'est le harcèlement sexuel des Lorraines témoigne aussi dans le Midi Libre ces violences sexuelles. Indignez-vous. Alors que la parole se libère, la secrétaire d'État à l'égalité promet une loi. Elle était notre invitée hier dans Territoire d'info. Pour l'Indépendant, un autre titre, terrorisme, l'ex-patron catalan du RAID dénonce. Né à Bages, Jean-Michel Fauvergue revient dans un livre sur ses années
au RAID. Et puis la Catalogne, la rue proteste en masse contre les incarcérations. Plusieurs milliers de Catalans sont descendus dans la rue hier pour protester contre des mises en détention. Pour la Provence, on s'en sort pas. On posera la question à Samia Ghali tout à l'heure, qui est notre invitée, la sénatrice des Bouches-du-Rhône. Malgré le blocage hier, vous l'avez vu dans le journal des territoires, des centres de transfert des poubelles, la grève continue dans 3 arrondissements et il va falloir une semaine pour nettoyer les autres secteurs, alors que le Premier ministre Édouard Philippe est attendu à Marseille. Il sera d'ailleurs notre invité exclusif demain dans cette matinale d'info. Le Premier ministre Édouard Philippe en direct sur ce plateau. Pour la Charente libre, Levothyrox, la course sans frontières aux pilules. Face à la pénurie de l'ancien médicament remis en vente en quantité nettement insuffisante, certains Charentais n'hésitent pas à partir se fournir en Belgique. Pour le Petit Bleu d'Agen, c'est le logement à la une, coup de sang dans les HLM. Les projets du gouvernement sur le logement, notamment la baisse des aides APL, sont très mal vécus par les bailleurs sociaux, considérant cette réforme comme une menace vitale. Pour la montagne, le beurre se fait rare dans les rayons. Plusieurs unes de la presse quotidienne régionale cette semaine là-dessus. Et c'est dans le Puy-de-Dôme, c'est les grandes surfaces du département qui connaissent des problèmes d'approvisionnement en beurre, avec la crainte réelle d'une pénurie. Et de nombreuses unes consacrées au tracé du Tour de France. On va en parler dans un instant avec Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées qui est avec nous, avec Ouest France, 7 étapes dans l'Ouest pour le plus grand journal quotidien français. Et puis Bernard Cazeneuve raconte ses 150 jours à Matignon dans Ouest France. C'est intéressant, il faut le signaler. Alors que ce tracé, donc, cette étape dans l'Ouest, le Nord tient aussi le haut du pavé. Le Nord tient le haut du pavé. C'est d'ailleurs la une de la Voix du Nord avec Amiens, Arras, Roubaix au programme, et que malheureusement les Pyrénées sont en juge de paix dans ce Tour 2018 qui part le 7 juillet de Vendée et qui a été officialisé hier matin. La région Sud-Ouest sera le théâtre d'un final original durant 4 jours du 25 au 28 juillet. Et c'est normal que Sud-Ouest y consacre sa une. Alors que l'Union décrit une région oubliée, la Champagne, Ardennes ainsi que l'Aisne sont oubliés par le Tour de France. La région encore oubliée par le Tour, c'est d'ailleurs la une en parlant de ce Tour de France qui a été révélé hier. Ils ne sont pas contents, les Ardennais, on peut les comprendre. Et ce sera la 105e édition qui évitera donc la Champagne-Ardenne ainsi que l'Aisne. Voilà. Club de la presse des éditorialistes sans transition. J'accueille donc Jean-Michel Elvig, je vous l'avais dit il y a un instant, de la République des Pyrénées. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et j'accueille Thierry Dupont de l'Express, qui est plus spécialement chargé dans ce magazine des Pages Villes. Merci Thierry d'être avec nous. Alors avec vous Jean-Michel Elvig, on va parler dans un instant de Raka, qui a chuté hier, mais tout de suite ce tracé du Tour de France. Je sais que la République des Pyrénées est contente, j'ai vu la une ce matin, tout va bien, vous êtes bien servi. Oui, c'est un avantage géographique pour Pau d'être au cœur des tracés, des différents tracés des cols pyrénéens. Donc, mais cette fois-ci, c'est pas seulement Pau. Pau, ça fait 70, il y a eu 70 fois, 70 années. Tout se joue chez nous, c'est un peu chauvin ça, non? Oui, c'est chauvin, mais en même temps, c'est géographique. Bon, voilà, je ne voudrais pas être discourtois pour Reims, mais évidemment, les étapes de montagne à Reims ou Orléans, il y en a moins. On dira Sébastien Lacroix, le rédacteur en chef de l'Union. Et puis il y a une étape importante entre Lourdes et la Reims qui est à 40 km de Pau, où il y aura tous les grands cols, l'Aubisque, Tourmalet, etc. Et puis, juste avant l'arrivée à Paris, une étape contre la montre dans le département, mais cette fois du côté de Saint-Pé-en-Yvel, Bayonne, juste avant l'arrivée à Paris. Alors donc, juge de paix, je ne sais pas, peut-être que le Tour sera joué avant, mais compte tenu de ce qui s'est passé cette année, il est possible que tout se tienne encore en quelques secondes et que le Pyrénées-Atlantique soit sous les yeux, le regard du monde entier. Je vois que votre œil brille quand vous parlez de ça. Oui, c'est votre tropisme République des Pyrénées, ça? Oui, évidemment. Je rappelle que vous êtes un ancien de Libération, Jean-Michel. Oui, Libération a eu toujours des rubriques sportives très remarquées, de très grande qualité. Bon, on va parler d'un sujet moins sympathique, moins drôle, c'est la chute de Raka hier. On va décrire dans quelles conditions ça s'est passé d'abord, cette chute de Raka, Jean-Michel. C'était attendu?
Oui, ça a eu lieu. Ça a eu lieu. Alors, si vous voulez, ce matin, je mets en... Est-ce que c'est une bonne nouvelle, voilà, au fond, c'est ça? Oui, c'est une bonne nouvelle. Mais alors, dès que vous dites c'est une bonne nouvelle, on vous dit aussitôt, mais à quel prix? Oui, à quel prix? La ville est rasée, des milliers, des dizaines de milliers de civils ont été tués. Voilà. C'est quand même un revers de taille pour l'organisation oui, État islamique. Et quand je dis, ne boudons pas notre plaisir, mesurons-le, mais ne le boudons pas, c'est qu'il y a 2 ans, quand ça a commencé, il faut aller voir les commentaires, journalistes, experts, politiques, tous, mais on y va, mais on ne gagnera pas seulement en faisant des bombardements, et comme les alliés occidentaux, la coalition ne veulent pas envoyer de troupes terrestres, on n'y arrivera jamais, on est dans le piège de Daesh. En fait, en réalité, on a fini, quand je dis on, c'est la coalition, à trouver un montage avec des forces terrestres, arabo-kurdes. Voilà, donc on y est arrivé. C'est quand même un centre logistique important. C'est de là où étaient programmés tous les attentats organisés. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attentats. Il y a plus d'attentats. Il y en a eu aussi. Et il y en a toujours. Et il y en aura sous d'autres formes. Mais en même temps, c'est une forme, un certain type d'attentat qui manquera maintenant d'un commandement logistique, des facilités logistiques. Voilà, donc la guerre continue sous d'autres formes, mais au moins cette partie-là est gagnée d'une certaine façon. En tous les cas, Daesh a perdu, le califat est définitivement j'ai lu ce matin, terminé. Chez nos confrères d'RFI sur Internet qu'un spécialiste du monde arabe, professeur de l'université d'Édimbourg, Thomas Pierret, estimait lui que la chute de Raqqa signifiait la fin de cette organisation telle qu'on la connaît actuellement, mais qu'elle allait réexister sous d'autres formes, notamment, évidemment, des attentats, notamment des choses moins guerrières en termes d'opérations, en fait. Ça a déjà commencé. Enfin, des méthodes d'organisation clandestine. En plus, c'est très fluide. Vous avez des groupes comme ça qui peuvent changer de dénomination, s'allier avec d'autres selon les zones, selon les circonstances. Il y a une plasticité, une fluidité extraordinaire de ces activités terroristes. En 2007-2008, l'État islamique d'Irak avait déjà été vaincu et ils avaient adopté ce genre de guérilla nouvelle. Donc on a un exemple un peu de ce qu'ils sont capables de faire quand ils détiennent plus un califat, comme on dit. Oui, mais enfin là ils sont quand même réduits, notamment en Irak et un peu en Syrie, à quelques zones qui tiennent encore, mais qui sont des zones quasi désertiques. On dit qu'ils comptent particulièrement sur les possibles tensions entre ses amis d'aujourd'hui, le régime syrien, les forces démocratiques syriennes, les habitants arabes, que tout ça est une coalition de briques et de broc et qu'au fond, ils vont jouer de futures tensions entre ces partis-là. Je ne sais pas si eux joueront de ça, mais il est évident que une autre situation se profile, où d'abord on ne sait pas qui va maintenant gouverner Raqqa. Est-ce que ce sont ces forces arabo-kurdes? En même temps, les Kurdes connaissent des revers en Irak. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Et la position de la France là-dedans, que peut-elle faire, Jean-Michel Helvig? Qu'est-ce qu'elle peut faire? D'abord, il ne faut pas oublier que Raqqa, au départ, ce n'était pas un objectif particulier pour les Américains. Ça l'était pour les Français, surtout après 2015, après les attentats du Bataclan, pour d'autres Européens, c'est la France qui a beaucoup pesé pour qu'il y ait un effort particulier sur Raqqa. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on ne sait pas ce qu'on peut faire, ça dépendra des circonstances, mais en tous les cas, c'est aussi un allègement de l'effort militaire français qui servira dans d'autres zones où il y a beaucoup à faire encore, notamment en Afrique. Merci Jean-Michel Helvig. Avec vous, Thierry Dupont, dans l'Express cette semaine, un papier très intéressant sur Emmanuel Macron et Dominique Strauss-Kahn. Si loin et à la fois si proche, vous écrivez. Oui, c'est Corinne Laïc, qui est une rédactrice en chef du magazine, qui s'est intéressée au retour de Dominique Strauss-Kahn sur la scène politique. Enfin, retour, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, il a refait parler de lui récemment, le 3 octobre, lors des obsèques de Nicole Bricq, qui était une sénatrice PS de Seine-et-Marne, qui avait rejoint Emmanuel Macron et qui était une strauss-kahnienne. Voilà, et il y a eu, tout le monde a noté la petite phrase de Strauss-Kahn sur les valeurs de gauche et les valeurs de droite, qui ne sont pas les mêmes. Mais il partage pas simplement un certain nombre d'idées, il partage aussi un certain nombre d'hommes en commun.
Oui, alors il y a une filiation, effectivement, depuis l'économiste Jean Pisani-Ferry, par exemple, qui lui était un conseiller de Strauss-Kahn à la fin des années 90, et puis tout un tas de jeunes gens qui travaillaient avec Strauss-Kahn à sa candidature à la primaire socialiste de 2006. Ismaël Emelien, entre autres. Ismaël Emelien, au centre du jeu un peu. Hein, oui, mais également Benjamin Griveaux, Stanislas Guérini, qui est le député et un des porte-parole du groupe La République En Marche. Donc tout ça, il y a des gens qui sont passés assez facilement de l'un à l'autre. Ils ne sont pas exactement pareils, mais il y a quand même des choses qui sont un proche des deux personnages dit ils ont en commun de voir la situation telle qu'elle est, de vouloir replacer la France au centre de la mondialisation, de remettre la France dans la mondialisation, de mettre l'Europe avant toute chose, et d'accepter de l'économie de marché une fois pour toutes. Et c'est vrai que lorsqu'on a ce corpus de base, bien, on peut voir effectivement Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils se sont vus, en fait, plusieurs fois, du temps où Emmanuel Macron était à Bercy, et nuitamment, Dominique Strauss-Kahn venait à Bercy, secrètement presque le voir. Oui, vous connaissez le statut public de Dominique Strauss-Kahn, hein, il est un peu un paria depuis des années, donc voilà, il voulait, c'était assez discret. Ça va se poursuivre à l'Élysée, ça, à votre avis? Merci donc Macron, DSK, si proche, si loin, si proche dans l'Express cette semaine. Merci Thierry Dupont. On vous retrouve dans un instant d'ailleurs pour le débrief de notre invité politique de 8h, Samia Ghali, avec Jean-Michel Elvig qui sera là également dans cette deuxième partie de la matinale d'info. Tout de suite la météo, le temps qu'il fait en France aujourd'hui, mais aussi dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. On la regarde ensemble. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.